Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, est-ce que tu peux nous décrire les 7 types de mères toxiques pour qu'on ait une idée claire des schémas dont on va parler après? Ouais. Alors bien sûr, c'est une typologie visée pédagogique pour mieux comprendre. Alors il y a la maman victime, donc c'est celle qui va se victimiser surtout auprès de sa fille pour attirer son attention, pour un peu pouvoir s'en servir comme d'un doudou émotionnel. Le message, c'est qu'est-ce que je ferais sans toi, pauvre de moi. J'ai besoin que tu sois là à mes côtés pour me soutenir émotionnellement. Et souvent, la fille joue du coup le rôle de la sauveuse dans cette relation et souvent dans toutes ses autres relations après. C'est une forme de narcissisme. En fait, on part souvent de la mère narcissique en imaginant la mère qui se regarde dans le miroir tout le temps et qui est jalouse de sa fille si elle prend trop de place. Mais en fait, la mère victime, elle est tellement centrée sur son mal-être que c'est une forme de narcissisme aussi, plus déguisée. Ensuite, on a la maman étouffante. Donc là, le message, c'est « tu es ma raison de vivre ». Elle pense qu'elle aime juste trop sa fille, mais du coup, elle l'envahit, il n'y a pas de limite saine entre les deux. Ça vient souvent d'une carence affective et en fait, du coup, elle s'accroche à son rôle de mère parce que c'est ce qui lui donne un sentiment d'identité et ce qui remplit le vide qui est en elle. Et là, la fille, elle confond amour et codépendance, en fait. C'est ça, pareil, ça va se reproduire dans toutes ces relations. On a la maman qui a besoin d'être maternée. Donc, elle réclame inconsciemment l'amour maternel dont elle a elle-même été privée pendant sa propre enfance. Elle va le réclamer à sa fille. Donc pareil, c'est un peu qu'est-ce que je ferais sans toi, j'ai besoin de toi. La fille, du coup, se sent responsable des émotions de sa mère et du bien-être de sa mère. On a la maman contrôlante. Donc elle se retrouve dans beaucoup d'autres profils. Enfin, c'est, je pense, le profil le plus connu dont on me parle le plus souvent. Elle prive sa fille de sa propre voix, en fait, parce qu'elle est convaincue qu'elle sait mieux que sa fille ce que cette dernière ressent, ce dont elle a besoin, même qui elle est. Et du coup, la fille intériorise la voix critique de sa mère. Elle a aucune confiance en son propre jugement. Et ça aussi, dans tous les aspects de sa vie, c'est hyper dommageable. On a la mère narcissique, donc un peu le narcissisme auquel on s'attend, qui va utiliser ses enfants pour donner une image d'elle-même où elle se sent supérieure aux autres. C'est souvent une maman qui va pas hésiter à avoir l'enfant chouchou et l'enfant bouc émissaire et à faire un peu de la compétition entre frères et sœurs, à faire du favoritisme pour que vraiment celui qui renvoie la meilleure image d'elle-même, qui lui attire les louanges en fait du reste du monde, soit mis en avant et puis il y a le bouc émissaire de l'autre côté. Et là, la conséquence pour la fille, c'est que souvent ça va être quelqu'un qui est tout le temps en quête de validation extérieure. Ensuite, on a la maman indifférente qui est insensible aux besoins émotionnels de sa fille. En fait, la proximité émotionnelle ou physique, ça la met mal à l'aise. Et comme elle a toujours appris à refouler ses propres émotions, elle a du mal à accueillir les émotions de sa fille et la fille, elle apprend juste à être transparente. Et puis, on a la maman imprévisible qui souvent a grandi dans un environnement assez incertain et juste elle reproduit ça et en fait elle peut passer de la maman attentionnée, complice à la maman genre impitoyable et cinglante vraiment en un claquement de doigts, ce qui va créer une atmosphère assez instable à la maison, assez anxiogène et la fille du coup elle est tout le temps sur le qui-vive et elle a vraiment un sentiment d'insécurité dans ses relations parce qu'elle a appris que les relations elles sont précaires voire menaçante. Voilà, je crois que je t'ai fait le tour des 7. Ouais. Est-ce que la maman absente, elle rentre dans des archétypes comme ça, tu vois? Est-ce que c'est encore hyper tabou dans nos sociétés de dire qu'une mère est absente ou qu'elle ne s'est pas occupée de ses enfants, mais elle existe? Ça a des conséquences similaires ou c'est autre chose, tu vois? Ouais, pour moi, ça s'apparente à la maman qui est indifférente, en fait. Qui arrive pas à créer une intimité relationnelle, en général, avec qui que ce soit, d'ailleurs. Donc oui, ça peut rentrer dans cette catégorie. Ouais. Ok. Et pour celles qui grandissent sans maman, parce qu'il y en a, évidemment, est-ce qu'elles peuvent s'identifier à un des profils dont tu parles ou parce qu'il n'y a pas eu de maman, on sait, tu vois, fabriquer une image de maman idéale aussi? Ça dépend vraiment de chaque relation parce que, en fait,
l'âge souvent qui est très déterminant, c'est de 0 à 6 ans, parce que c'est là où tu construis 90% de ton cerveau, même si évidemment il y a la neuroplasticité, heureusement, et donc notre cerveau continue de s'adapter tout au long de notre vie. Mais l'empreinte maternelle, c'est beaucoup de 0 à 6 ans. Donc si tu as eu quand même été avec ta maman à cette époque-là, tu vas quand même être impacté par des comportements peut-être contrôlants, victimes ou autres. Après, quand la maman est complètement absente, souvent, tu as besoin de t'identifier à d'autres modèles, rôle modèles féminins. Mais il reste quand même un impact, un sentiment de vide en général assez fort. Est-ce que ça existe une relation saine avec sa maman ? C'est pas le but de ton livre, on est bien d'accord. Mais... Ouais, parce qu'en fait, finalement, je pense qu'une relation saine, pour moi, le truc qui fait que peu importe ce qui se passe, ça va bien se passer, c'est de pouvoir communiquer, en fait. C'est de toujours... que ton enfant ait toujours sa propre voix et que ta fille ait jamais peur de venir te parler. En fait, ça, c'est la clé. Et parfois, on se dit, ah oui, c'est vrai que si on est trop strict ou qu'on est trop exigeante, notre enfant va avoir peur de venir nous parler. Mais ça peut être aussi quand on a une maman qui est fragile ou qui est immature émotionnellement ou qui est victime ou qui a besoin d'être maternée. En fait, on se donne pas, du coup, le droit de venir et de parler de nos émotions, de nos besoins, de nos limites à notre maman parce que on a le sentiment que c'est à nous de la protéger. Et donc là aussi, on a peur finalement de venir lui parler. De toute façon, c'est l'indicateur numéro 1 du bonheur des enfants, c'est conditionné au fait que la maman aille bien. Ouais. Donc une mère qui va bien fait que les enfants derrière ont en tout cas beaucoup plus de chances dans la vie d'être stables et sécurisés. Ouais. Ça demande beaucoup de travail de la société pour sécuriser les mères d'ailleurs. Ouais. C'est pas qu'un travail individuel pour arriver à ça. Ah, clairement. Oui, parce que c'est pas ce que tu dis. Hein. T'es pas en train non plus de pointer du doigt sur les mères. T'es plus en train d'essayer de montrer aux filles qu'elles peuvent se détacher de ça et qu'elles ont le droit et d'identifier ce qui se joue dans cette relation. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer que t'as un concept dont tu parles, c'est qu'on évolue dans une culture qui est toxique autour de cette relation-là. Déjà, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est et ensuite ce qu'on peut faire pour changer ? Ce que c'est une culture toxique ? Ouais, dans laquelle on évolue. C'est un peu les choses déjà dont on a parlé quand on parle de pourquoi la relation elle est aussi compliquée, aussi taboue. C'est un manque de maturité émotionnelle. C'est cette vision manichéenne et binaire des relations. C'est cette culture de la domination, cette culture de la hiérarchie, où du coup dans la relation parent-enfant, le parent doit être omniscient. On ne prépare pas du tout les parents à grandir en même temps que leur enfant, alors que c'est quand même, je pense, une des choses les plus importantes pour affronter un peu cette épreuve aussi de la maternité. Du coup, il y a cette notion de respect qui est complètement biaisée. On nous conditionne à respecter nos parents parce que dans une société patriarcale, pour que le système perdure, il faut sacraliser les symboles d'autorité. Et en fait, le respect, c'est vachement utilisé dans ce sens-là. Respecter les générations précédentes, c'est devenu en gros refouler ses émotions et passer les choses sous silence, alors que ça devrait être de parler avec honnêteté, avec authenticité, que chacun s'écoute. Donc rien à voir. Et puis il y a des techniques de manipulation comme la culpabilisation, le côté non mais regarde dans quel état tu mets ta mère. Ça vraiment la culpabilisation, c'est le truc du patriarcat pour contrôler les femmes et c'est devenu du coup aussi le truc des mères pour contrôler les filles. Le sentiment de dette aussi après tout ce que j'ai fait pour toi. Ça il y a vraiment cet accord tacite en fait dans notre société où la mère doit se sacrifier pour la fille. Et la fille doit rembourser sa dette éternellement et jamais remettre en question sa mère ou la relation. Et ça, c'est vraiment un accord du patriarcat hyper pratique pour justement ne pas accorder au niveau de la société le soutien qui est nécessaire aux mères. Et vraiment, j'en parle dans le livre, en fait, ça souligne aussi l'importance de les soutenir davantage parce qu'elles n'ont pas le vrai respect qu'elles méritent, elles n'ont pas les ressources financières, le soutien logistique, le soutien émotionnel pour un rôle qui est aussi crucial. Mais pour moi, c'est le rôle le plus crucial dans la société et pour le collectif. Et en fait, il y a vraiment ce côté où la société va glorifier les mères autant qu'elle va les abandonner à elles-mêmes. Et en fait, c'est juste pour les laisser dans ce rôle de mère dévouée pour qu'elles restent dans ce sacrifice perpétuel. Et comme ça, on n'a pas besoin de leur offrir un vrai soutien concret. C'est vraiment intéressant parce que
Tu vois, tout à l'heure, je te disais, est-ce qu'on met pas un peu trop de pression sur cette relation mère-fille Est-ce qu'on n'est pas en train de rendre responsables les mères parce que ça nous arrange bien, au final? Et c'est ça que t'expliques. C'est que cette relation-là, elle peut devenir toxique, pas que due à la personnalité. Bien sûr, il y a des personnalités toxiques, on le dit bien, mais il y a aussi des effets pervers de l'environnement dans lequel on évolue. Des relations aussi que, je parle pour notre génération, par exemple, nos mères ont eu avec nos pères. Où elles n'avaient pas l'espace pour être qui elles avaient envie d'être. C'était acté, c'était comme ça. Elles allaient plus s'occuper du foyer. Il n'y avait pas une répartition égale des tâches à la maison. Donc en fait, elles étaient enfermées dans un rôle qu'elles n'avaient peut-être pas choisi d'ailleurs, et qui n'était pas, c'était pas envisageable ce rôle de le critiquer en plus à l'époque, et de demander du soutien et de parler santé mentale. Donc c'est pour ça que j'aime bien ton livre, parce que quand même tu contextualises beaucoup. Et t'es pas du tout dans l'injonction à sabrer nos mères. T'es plus dans l'explication, la compréhension. Et c'est important parce que sinon, on jouerait aussi ce rôle du patriarcat. Complètement. De continuer d'appuyer sur le fait que c'est elle les responsables, alors que c'est plutôt la société et l'environnement. Ouais, c'est vrai que le titre du livre, tu vois, il est assez provocateur et accusateur. Il a vraiment... Je le relis, le livre. Et si c'était votre mère le problème? Point d'interrogation. Il est dérangeant, ce titre. Mais d'un côté, c'est une bonne chose parce que pour faire ce travail par rapport à ta relation avec ta mère, il faut que tu sois prête à faire face à des émotions dérangeantes. Mais le titre, il a vraiment été choisi, pas pour accuser les mères, mais pour interpeller les filles qui ont toujours été conditionnées à croire que le problème vient d'elles, qui culpabilisent en fait de toutes les émotions contradictoires, inconfortables qu'elles ressentent vis-à-vis de leur mère, qui ont toujours refoulé leurs émotions parce qu'on leur a appris, qui portent la relation comme un fardeau et dont l'expérience émotionnelle a été minimisée par le reste de la société parce que une mère, on en a qu'une, ta mère a fait de son mieux, t'es trop sensible, t'exagères. Et donc, il s'adresse à toutes ces femmes qui ont peur d'être une mauvaise fille, qui ont peur de finir comme leur mère, et surtout qui, au final, sont prêtes à prendre leurs responsabilités pour briser le schéma familial. Donc, il y a un aspect très personnel et très intime, un peu de développement personnel dans le livre. Mais il y a aussi tout le contexte sociétal que j'essaie d'expliquer pour, déjà, rien que pour comprendre la relation, en fait, mais aussi dans un but de changer les choses, parce que je pense que les changements culturels, ils commencent par des transformations personnelles. La révolution, à mon sens, elle prend racine dans l'intimité de nos foyers, de nos relations. Et chaque nouvelle génération a une opportunité incroyable de faire les choses différemment, au niveau collectif et aussi au niveau individuel. Tu disais tout à l'heure qu'il y a un profil qui revient très souvent de mère toxique. C'est lequel? La mère contrôlante. Ok, donc dans notre société, en tout cas ce que tu reçois au quotidien comme message, tu peux nous rappeler comment elle est, cette mère-là? C'est une mère qui est convaincue de mieux savoir que sa fille, ses émotions, ses besoins, qui elle est. Et en fait, c'est souvent juste une mère qui est profondément anxieuse et qui a besoin de contrôler son environnement parce qu'elle a une très faible estime personnelle et elle a un sentiment de pouvoir personnel aussi qui est très faible. En fait, c'est souvent des cycles. C'est des femmes qui ont des blessures d'enfance non résolues. Ça a créé des besoins inassouvis. Et quand tu as des besoins inassouvis de l'enfance, en fait, tu as une petite fille intérieure qui est blessée, en colère, frustrée. Et en fait, dès que tu es déclenchée, elle prend les commandes de ta vie. Et comme la maman contrôlante, elle est tout le temps anxieuse, sa façon de s'apaiser, c'est de contrôler son environnement. Donc en général, le mari, le chien, les meubles, et la fille encore plus parce qu'il y a cet effet miroir. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.